Dans les archives de la congrégation religieuse de Saint-Joseph à Rodez, il existait un dossier marqué « Transactions confidentielles, février 2005 ». Un seul document, 3 signatures, un prix qui faisait sourire les notaires. 510 000 € pour un château médiéval de 1000 mètres carrés surplombant la vallée du Lot. Dérisoire, peut-être, mais ce n'est pas le prix qui intrigue dans cette histoire. C'est ce qui se trouve dans les annexes du contrat. Une clause stipulait que l'acquéreur s'engageait à préserver l'intégrité historique du bâtiment. Formule anodine, sauf qu'elle permettait de transformer un bien privé en outil de défiscalisation via une fondation reconnue d'utilité publique. Qui avait rédigé cette clause? Qui connaissait assez bien le droit fiscal français pour transformer un château en instrument financier? Et surtout, pourquoi un homme qui possédait déjà 3 propriétés prestigieuses a-t-il voulu, à 99 ans, acheter précisément ce château-là, celui qui portait le nom que son père avait obtenu 80 ans plus tôt par décret? Cette transaction n'était pas un simple achat immobilier, c'était l'acte final d'une quête obsessionnelle qui avait commencé en 1922, dans un bureau de la préfecture de Paris, quand un homme nommé Edmond Giscard avait décidé de réécrire l'histoire de son sang. Revenons 83 ans en arrière. Edmond Giscard ne dort plus. Chaque nuit, il se réveille à 4 heures du matin dans son appartement du 7e arrondissement et relit les mêmes documents, des arbres généalogiques, des actes notariés du XVIIIe siècle, des lettres d'historiens. Il cherche un lien, n'importe quel lien, entre sa famille, bourgeoisie auvergnate enrichie dans l'administration coloniale, et celle de l'amiral d'Estaing, héros de l'indépendance américaine, guillotiné en 1794. Les généalogistes qu'il consulte sont sceptiques. Certains lui disent franchement que ce lien n'existe pas. D'autres, plus complaisants, évoquent une parenté possible, mais non documentée. Cela suffit à Edmond. En 1922, il dépose une première demande de changement de nom. Le préfet de la Seine refuse. Edmond insiste. Il mobilise ses relations dans la finance, dans l'administration, dans les cercles conservateurs. 1 an plus tard, en 1923, 2 décrets sont signés. Edmond et son frère René peuvent désormais s'appeler Giscard d'Estaing. Aucune preuve généalogique solide n'a jamais été versée au dossier. Ce qui a été versé, en revanche, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Les archives administratives de l'époque montrent qu'Edmond a contribué à plusieurs œuvres caritatives proches du gouvernement. Coïncidence? Ou le prix discret d'un nom qui ouvre toutes les portes? Ce que nous savons, c'est qu'à partir de ce jour, Edmond Giscard d'Estaing se comporte comme un noble. Il achète un domaine en Auvergne. Il fréquente les chasses à courre. Il élève ses enfants, dont Valérie, dans le culte de ce nom qui n'est pas vraiment le leur. Valérie grandit en croyant qu'il est un d'Estaing. À l'école, il corrige les professeurs qui l'appellent « quote 6 ». À Sciences Po, il signe ses copies « quote 7 ». Mais il y a un problème. Les vrais descendants de la noblesse française le savent. Ils savent que ce nom a été acheté, pas hérité. Dans les salons parisiens des années 50, on ne le dit pas ouvertement, mais on le murmure. Cote 8. Cette humiliation silencieuse forge chez Valérie une obsession qui ne le quittera jamais, prouver qu'il est légitime. Comment? En épousant la vraie noblesse. En 1952, il se marie avec Anémone Sauvage de Brandt,
issu d'une famille de la noblesse d'Empire. Le mariage unit deux fortunes. La sienne, l'héritage Bardou, du côté de sa mère May, dynastie de la haute bourgeoisie ancrée dans la Banque de France et l'administration coloniale. La sienne à elle, des terres en Loire-et-Cher, dont le domaine d'Auton, où Valérie sera enterrée 68 ans plus tard. Mais même cette alliance ne suffit pas, car un vrai noble n'a pas besoin de prouver qu'il l'est. Et Valérie, toute sa vie, aura besoin de prouver. Lorsqu'il devient président de la République en 1974, Valéry Giscard d'Estaing déclare un patrimoine modeste pour l'époque. Les journalistes qui consultent sa déclaration de revenus notent quelques propriétés foncières. Un hôtel particulier rue de Bénouville dans le 16e arrondissement, mais rien de spectaculaire. L'image qu'il cultive est celle d'un président moderne, proche du peuple. Il joue de l'accordéon à la télévision. Il dîne chez des Français moyens, devant les caméras. Il se rend au travail à pied. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est tout autre. Les chasses à courre se multiplient. Les safaris en Afrique, financés par des dictateurs locaux, mêlent diplomatie et loisirs de grand luxe. Les week-ends au château de la Varvasse, en Auvergne, où le personnel est tenu de disparaître dès que le président arrive, pour ne pas troubler son intimité aristocratique. Et puis, il y a cette habitude étrange, rapportée par plusieurs domestiques. Même dans un château de 30 pièces, Valérie ne chauffe que la pièce où il se trouve. Économie, ou cette avarice particulière aux grandes fortunes qui accumulent sans jamais jouir pleinement. Les témoins de l'époque ne savent pas vraiment. Ce qu'ils savent, c'est que cet homme vit dans deux mondes à la fois, celui du peuple, qu'il montre, et celui de la noblesse, qu'il cache. Puis vient l'année 1979. Le 10 octobre, le Canard enchaîné publie un article de 3 colonnes sous la plume de Claude Angeli. Les diamants de Giscard. L'information est explosive. Selon le journal, Valéry Giscard d'Estaing a reçu de l'empereur Jean Bedel Bokassa, lors d'un voyage officiel en Centrafrique, des diamants d'une valeur estimée à 1 million de francs, 30 carats de pierres précieuses, offertes en quote 13. La version officielle de l'Élysée est immédiate. Ces diamants ont été revendus et les fonds reversés à la Croix-Rouge centrafricaine. Mais aucun reçu n'est produit. Aucune trace bancaire. Juste une déclaration. Les journalistes creusent. Ils découvrent que Bokassa, autocrate sanguinaire, avait pour habitude de cote 14 ses invités de marque avec des cadeaux somptueux. Qui d'autre avait reçu des diamants, des montres en or, des voyages payés? Et surtout, qu'attendait Bokassa en retour? La France fermait les yeux sur ces massacres. Elle lui vendait des armes. Elle garantissait son maintien au pouvoir via des soldats français basés à Bangui. Était-ce le prix des diamants? La popularité de Giscard s'effondre. En quelques semaines, il perd 15 points dans les sondages. L'image du président quote 15 vole en éclats. Ce qui reste, c'est celle d'un homme qui accepte des quotes 16 d'un dictateur pendant que les Français subissent la crise pétrolière. Un homme dont la fortune réelle demeure un mystère. Combien valait vraiment le patrimoine Giscard dans les années 70? Impossible de le savoir avec certitude. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'en 2005, 25 ans après avoir quitté le pouvoir, Valéry possède un hôtel particulier à Paris, estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Le château de la Varvasse en Auvergne,
qu'il mettra en vente en 2008 pour 2 900 000 € avant de le brader à 1 500 000 € en 2020. Le domaine d'Auton via son épouse Anne Eymon et désormais le château d'Estaing. 4 propriétés. Un train de vie d'ex-président qui coûte à l'État 2 500 000 € par an jusqu'en 2016. Bureau, personnel, protection rapprochée, voyages officiels. Et une fondation créée juste après l'achat du château d'Estaing qui permet de déduire 66% des dons des impôts tout en entretenant un bien qui porte le nom de sa famille. Certains appellent cela quote 17, d'autres optimisation fiscale de haut vol. La frontière entre les deux est mince. Elle passe par un bureau de notaire à Rodez, un jour de février 2005, quand 3 hommes signent un acte de vente devant un château que l'un d'eux convoitait depuis 83 ans. Mais revenons à cette clause mystérieuse du contrat. L'acquéreur s'engage à préserver l'intégrité historique du bâtiment. En apparence, une simple garantie pour la congrégation religieuse qui vendait. En réalité, une porte d'entrée pour transformer le château en fondation reconnue d'utilité publique. Le mécanisme est ingénieux. Une fondation de ce type permet de recevoir des dons défiscalisés. Elle permet aussi de faire financer une partie des travaux par l'État via des subventions au patrimoine historique. Résultat, Valérie, son frère Olivier et leur cousin Philippe investissent 510 000 € en 2005. Mais les travaux de rénovation, toiture, charpente, vitraux, coûtent plusieurs millions sur 15 ans. Qui paie? En partie, les donateurs privés qui bénéficient de réductions d'impôts. En partie, l'État via des aides au patrimoine. En partie, la commune d'Estaing, qui investit massivement dans les infrastructures entourant le château. Parking, accès touristique, panneaux de signalisation. De l'argent public qui valorise un bien privé. Légal? Oui. Éthique? C'est une autre question. Une question que les habitants d'Estaing se posent encore aujourd'hui quand ils paient leurs impôts locaux et qu'ils voient les touristes affluer vers Côte-Vin sans qu'un centime ne revienne à la commune. Y avait-il une autre raison à cet achat? Une raison plus intime, plus secrète? Plusieurs témoins proches de Valéry Giscard d'Estaing affirment qu'à la fin de sa vie, il était obsédé par une idée fixe, laver le nom d'Estaing. Laver de quoi? De la suspicion, de cette phrase que l'on murmurait dans son dos depuis 80 ans. Bas, côte bas, 22 bas, bas, bas. En possédant physiquement le château d'Estaing, il croyait peut-être effacer cette tâche. Prouver que ce nom lui appartenait non par décret administratif, mais par droit de propriété. Une logique étrange, presque magique. Comme si posséder des pierres pouvait transformer du papier en lignée. Mais c'est précisément cette logique qui traverse toute la vie de Valéry Giscard d'Estaing. Une quête obsessionnelle de légitimité par l'accumulation. Accumuler des diplômes, Polytechnique, Sciences Po, ENA. Accumuler des fonctions, député, ministre, président. Accumuler des biens, châteaux, terres, titres. Et pourtant, rien de tout cela ne suffisait. Parce que ce qu'il cherchait vraiment, ce n'était pas la richesse. C'était la reconnaissance, celle que les vrais nobles n'ont jamais besoin de chercher, parce qu'elle coule dans leur sang depuis des siècles. Les dernières années de sa vie sont marquées par une série de ventes discrètes. En 2008,
Il met le château de la Varvasse sur le marché pour 2 900 000 €. Trop cher. Aucun acquéreur. Le prix baisse progressivement. En 2020, quelques mois avant sa mort, il accepte finalement de le céder pour environ 1 500 000 € à un investisseur privé dont le nom n'a jamais été révélé. Pourquoi cette vente précipitée? Les rumeurs parlent de dette fiscale. D'autres évoquent une volonté de simplifier la succession pour ses 4 enfants, Valérie-Anne, Henri, Louis et Jacinthe, déjà décédés en 2018. Ce que nous savons, c'est qu'à sa mort, le patrimoine immobilier des Giscard d'Estaing se résume à 3 biens majeurs. L'hôtel particulier parisien, le domaine d'Auton où il est enterré, et le château d'Estaing, désormais propriété de la Fondation, donc intouchable par les héritiers. Une manière de s'assurer que ce château, symbole de sa quête identitaire, ne sera jamais revendu, jamais dispersé, qu'il restera à jamais un Giscard d'Estaing, même après sa mort. Mais revenons à l'argent. D'où venait vraiment la fortune des Giscard? La réponse se trouve dans 2 noms, Bardou et Sauvage de Brantes. Côté Bardou, la famille de May, mère de Valérie. Nous parlons d'une dynastie de hauts fonctionnaires et d'administrateurs liés à la Banque de France et aux entreprises coloniales. Des fortunes bâties sur le commerce avec l'Afrique, l'Indochine, Madagascar. De l'argent discret, investi dans la pierre, les actions, les terres. Côté Sauvage de Brantes, la famille d'Anne-Aymon, nous parlons de noblesse d'empire, de domaines agricoles transmis depuis Napoléon. Pas l'aristocratie flamboyante des Bourbons ou des Orléans, mais la noblesse terrienne, solide, ancrée dans le patrimoine foncier. Lorsque Valérie et Anne-Aymon se marient en 1952, ils unissent ces 2 fortunes. Résultat, un capital immobilier et financier qui leur permet de vivre sans travailler, tout en menant une carrière politique. C'est un détail que l'on oublie souvent. Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas besoin de son salaire de président. Il avait besoin du pouvoir. L'argent, il l'avait déjà. Et pourtant, il y a cette anecdote troublante rapportée par plusieurs anciens collaborateurs. Valéry Giscard d'Estaing était obsédé par les petites économies. Au château de la Varvasse, il ne chauffait qu'une seule pièce à la fois. À l'Élysée, il vérifiait personnellement les notes de frais de son cabinet. En voyage, il était réputé pour refuser les suites d'hôtels trop luxueuses, tout en acceptant les surclassements systématiques offerts par Air France jusqu'en 2012, lorsque la presse a révélé qu'il utilisait son statut d'ancien président pour obtenir des privilèges gratuits. Cette contradiction est fascinante. Un homme qui possède des millions, mais qui compte les centimes. Un homme qui achète des châteaux, mais qui éteint les lumières derrière lui. C'est l'avarice des grandes fortunes. Ou peut-être quelque chose de plus profond. La peur de perdre. La peur que tout ce qu'il a construit, ce nom, cette image, ce patrimoine, ne s'effondre. Que quelqu'un vienne un jour et dise « Vous n'êtes qu'un Giscard, pas un d'Estaing ». Cette peur explique peut-être pourquoi, en 2005, il a voulu ce château. Pas pour y vivre, il n'y a passé que quelques jours par an. Pas pour le louer, il est resté fermé la plupart du temps. Mais pour le posséder, pour pouvoir dire « cote 25 ». Une logique d'enfant ou de vieillard qui refuse d'accepter que toute sa vie a été bâtie sur un mensonge généalogique. Mais est-ce vraiment un mensonge si tout le monde finit par y croire?
si les actes notariés, les cartes d'identité, les faire-part de mariage portent ce nom. Si même l'État, par 2 décrets signés en 1922 et 1923, a validé cette fiction. Peut-être que la noblesse, après tout, n'est qu'une fiction que l'on décide de croire. Et dans ce cas, Valéry Giscard d'Estaing a réussi. Il a fait croire au monde entier qu'il était un noble. Il a vécu comme un noble. Il est mort comme un noble, enterré dans le caveau familial du domaine d'Auton, entouré de ses armoiries, celles qu'Edmond avait fait graver en 1923, juste après avoir obtenu le nom. Il existe un document que personne n'a jamais vu. Pas même les héritiers, pas même les avocats qui ont réglé la succession en 2020. Ce document dormait dans le coffre personnel de Valéry Giscard d'Estaing, à l'hôtel particulier de la rue de Bénouville. Lorsque les notaires ont ouvert ce coffre après sa mort, ils ont découvert une chemise cartonnée marquée Cotte 26. À l'intérieur, une lettre manuscrite de 8 pages, datée de 1997, adressée à ses 4 enfants. Le contenu n'a jamais été rendu public, mais 2 sources proches de la famille affirment que cette lettre contenait des instructions précises concernant Cotte 27 et Cotte 28. Pourquoi écrire une telle lettre 23 ans avant de mourir? Que contenaient ces 8 pages que même ses propres enfants ne devaient lire qu'après sa disparition? Et surtout, pourquoi cette obsession, jusqu'au dernier souffle, de contrôler l'image de sa famille depuis la tombe? Cette lettre pose une question vertigineuse. Valéry Giscard d'Estaing savait-il que son nom était un mensonge? Ou avait-il fini par croire à sa propre fiction? Revenons à l'enfance. Valéry a 7 ans lorsqu'il entend pour la première fois la phrase qui le marquera à jamais. C'est un dimanche après-midi, dans le salon du domaine familial en Auvergne. Des amis de ses parents sont invités à déjeuner. La conversation porte sur la généalogie, sujet favori de la bourgeoisie française des années 30. Oh, un invité, historien amateur, demande à Edmond Giscard d'Estaing de raconter Cotte 29. Edmond sourit. Il commence à réciter la légende familiale, le lien avec l'amiral d'Estaing, guillotiné en 1794, les services rendus à la couronne, la lignée interrompue par la Révolution, puis Cotte 30 par des recherches généalogiques. L'historien écoute poliment, puis il dit avec une gentillesse cruelle: « C'est une belle histoire, Edmond. Mais vous savez que la famille de l'amiral s'est éteinte sans descendance mâle, n'est-ce pas ?» Silence. Edmond bredouille une réponse sur des branches collatérales. L'historien hoche la tête, mais son regard dit tout. « Je sais que vous mentez. » Le petit Valéry, assis dans un coin, observe la scène. Il voit son père humilié. Il voit sa mère, mais détourner les yeux. Et il comprend, sans qu'on le lui explique, que quelque chose ne va pas. Que ce nom dont il est si fier est peut-être bâti sur du sable. Ce jour-là, une graine est plantée dans son esprit. Une graine qui germera pendant 80 ans. Prouver que l'historien avait tort. Que le nom d'Estaing lui appartient vraiment. Mais comment prouver ce qui n'existe pas? Valéry choisit une stratégie brillante et redoutable. Il décide de devenir un d'Estaing par ses actes. Pas par le sang, mais par la performance. À 18 ans, il entre à Polytechnique. À 23 ans, il intègre l'ENA. À 26 ans, il épouse Anne Eymon, issue de la vraie noblesse. À 30 ans, il devient député. À 36 ans, ministre des Finances.
Chaque étape est une pierre posée dans l'édifice de sa légitimité. Chaque succès est une réponse à ceux qui murmurent « parvenu ». Ses collaborateurs de l'époque témoignent d'une obsession du détail aristocratique. Il fait refaire le blason familial par un héraldiste professionnel. Il impose à ses enfants des cours de danse classique et d'équitation. Il refuse les invitations dans les milieux bourgeois et ne fréquente que les cercles de la vieille noblesse, ceux-là même qui le regardent avec condescendance. Pourquoi cette torture? Pourquoi chercher la reconnaissance de ceux qui ne la donneront jamais? Parce que Valéry Giscard d'Estaing a intériorisé la hiérarchie sociale française. Il croit sincèrement qu'un nom de noblesse vaut plus qu'un diplôme, qu'un château vaut plus qu'un ministère, que le sang vaut plus que le mérite, et cela le détruit de l'intérieur. Les années 70 marquent l'apogée de cette quête. Président de la République, Valéry incarne la France moderne. Mais dans l'intimité, il reconstitue une cour digne de l'Ancien Régime. Les dîners à l'Élysée sont codifiés selon le protocole monarchique. Les places à table respectent la préséance nobiliaire. Les invités reçoivent des instructions écrites sur le dress code, smoking, robe longue, décoration. Ceux qui arrivent, tirez-bas, cote tirez-bas, 35 tirez-bas, sont placés à l'écart, près des portes. Cette rigidité choque même les gaullistes, pourtant habitués au faste républicain. Mais pour Valéry, ce n'est pas du snobisme. C'est une nécessité existentielle. Chaque geste, chaque détail doit prouver qu'il appartient à ce monde, qu'il n'est pas un usurpateur. Et pourtant, c'est précisément cette obsession qui le trahit. Car un vrai noble n'a pas besoin de prouver qu'il l'est. Il l'est, simplement. Alors que Valéry, toute sa vie, sera condamné à performer la noblesse, comme un acteur qui ne peut jamais quitter son rôle, même seul, même la nuit, même dans ses rêves. Est-ce qu'il y a un moment, ne serait-ce qu'un instant, où il a pu être simplement Valéry Giscard, sans le poids du d'Estaing? Ses proches disent que non, que jusqu'au dernier jour, il s'est levé en portant ce masque et qu'il s'est endormi avec. Puis vient l'année 1981, la défaite électorale face à François Mitterrand. Pour la première fois depuis 7 ans, Valéry Giscard d'Estaing n'est plus président. Plus de palais, plus de gardes républicaines, plus de sommets internationaux. Juste un ancien président de 55 ans qui rentre chez lui, rue de Bénouville, dans un hôtel particulier soudain trop grand, trop silencieux. Ses collaborateurs racontent qu'il a traversé une période de dépression profonde. Pendant des semaines, il refuse de sortir. Il passe ses journées dans son bureau à rédiger des notes sur ce qui aurait dû être fait différemment. Anaïmon s'inquiète. Les enfants sont convoqués. Un médecin est consulté discrètement. Le diagnostic n'est jamais officialisé, mais les témoins parlent de quote 38 et de quote 39. Traduction. Sans le pouvoir, Valéry ne sait plus qui il est, car le pouvoir était la dernière preuve de sa légitimité. La preuve qu'un faux noble pouvait gouverner la France aussi bien qu'un vrai. Maintenant que cette preuve a disparu, que reste-t-il? Un nom acheté, des châteaux vides, et une question qui le hante. Qu'est-ce qui aurait été différent si j'avais vraiment été un d'Estaing? C'est dans cette période sombre qu'il commence à envisager l'achat du château d'Estaing. Pas immédiatement, il faudra attendre 2005, mais l'idée germe dès les années 80. Plusieurs témoins affirment qu'il se rendait régulièrement
dans l'Aveyron, incognito, pour observer le château de loin. Il ne pouvait pas y entrer, puisque c'était encore une propriété religieuse. Mais il le regardait depuis la route, pendant des heures, comme un amoureux malheureux contemple la maison de celle qu'il ne peut avoir. Que cherchait-il dans ces pierres? Peut-être une connexion mystique avec le nom qu'il portait. Peut-être l'illusion qu'en possédant ce lieu, il pourrait réécrire l'histoire, transformer le mensonge de 1923 en vérité de 2005. Mais il y a une autre hypothèse, plus sombre, murmurée par certains psychologues qui ont étudié son parcours. Valéry Giscard d'Estaing souffrait peut-être de ce que l'on appelle un quote 40 et 1, une obsession pathologique de prouver sa filiation. Un trouble qui touche souvent les enfants de famille quote 42, qui ont intégré le mépris de classe de leurs oppresseurs. Ces enfants passent leur vie à se haïr pour ce qu'ils sont vraiment, tout en se détruisant pour devenir ce qu'ils ne seront jamais. Valéry Giscard d'Estaing. A-t-il été un de ces enfants? Les années 90 et 2000 voient une accélération de sa stratégie patrimoniale. En 1994, il devient membre de l'Académie française. Un siège qu'il brigue depuis des années et qu'il obtient enfin. Pourquoi l'Académie? Parce que c'est l'une des dernières institutions françaises où la noblesse intellectuelle compte autant que la noblesse de sang. Être académicien, c'est rejoindre Richelieu, Chateaubriand, Victor Hugo. C'est s'inscrire dans une lignée immortelle. Lors de son discours de réception, Valéry consacre 15 minutes à évoquer quote 43. Il ne mentionne jamais explicitement les d'Estaing, mais tout le monde comprend qu'il parle d'eux, ou plutôt de l'idée qu'il s'en fait, car il parle d'une famille qui n'a jamais existé, d'une lignée qu'il a inventée. Et pourtant, à force de la raconter, il a fini par y croire. À force de la faire croire aux autres, elle est devenue réelle. C'est cela, le pouvoir de la fiction. Si suffisamment de gens croient à un mensonge, il cesse d'être un mensonge. Il devient une vérité sociale. Et Valéry Giscard d'Estaing a passé sa vie à construire cette vérité sociale, pierre par pierre, château par château, jusqu'à ce que personne, pas même lui, ne puisse distinguer le vrai du faux. Parallèlement, il multiplie les investissements immobiliers. En 1997, l'année de la fameuse lettre cachée dans le coffre, il restructure son patrimoine. Création de plusieurs SC, familiales. Transfert de propriété au nom d'Anémone pour optimiser la fiscalité successorale. Mise en place de montages juridiques complexes qui rendent impossible toute évaluation précise de sa fortune. Les avocats fiscalistes qui l'accompagnent sont les meilleurs de la place de Paris. Ils connaissent toutes les niches, toutes les failles, tous les dispositifs de défiscalisation légale. Résultat, officiellement, Valéry Giscard d'Estaing ne possède cote 44. Tout est détenu par des structures. Mais ces structures sont contrôlées par lui, par Anémone, par leurs enfants. C'est un jeu de poupées russe patrimonial. Une fortune dissimulée non par fraude, tout est légal, mais par dispersion. Et cette dispersion a un objectif précis, protéger le patrimoine des regards indiscrets, notamment celui de l'administration fiscale, notamment celui de la presse, notamment celui de ces généalogistes amateurs qui continuent, encore en 2000, de publier des articles démontrant que quote 45. Valéry lit ces articles. Il enrage, mais il ne répond jamais. Parce que répondre,
ce serait reconnaître qu'il y a un débat. Or, il n'y a pas de débat. Il est un d'Estaing. Point final. Février 2005. La congrégation de Saint-Joseph décide de vendre le château d'Estaing. L'information circule discrètement dans les réseaux catholiques. Valérie l'apprend par un ami proche de l'Église. Il a 89 ans. La santé décline. Les médecins lui donnent encore quelques années, peut-être moins. C'est maintenant ou jamais. Il convoque son frère Olivier et leur cousin Philippe. La discussion est brève. Olivier hésite. Valérie le regarde avec une intensité qui glace. La transaction est bouclée en 3 semaines. 510 000 €. Une somme dérisoire pour un château. Mais la congrégation ne cherche pas le profit. Elle cherche un acquéreur qui cote 49. Valérie promet tout ce qu'il faut. Il signe. Et lorsqu'il sort de l'étude notariale, à Rodez, sous une pluie fine de février, il pleure. Ses collaborateurs qui l'accompagnent sont stupéfaits. Ils ne l'ont jamais vu pleurer, même lors de sa défaite en 81, même lors de l'enterrement de ses parents. Mais ce jour-là, devant le château qu'il vient d'acheter, Valérie Giscard d'Estaing pleure comme un enfant, comme si 83 ans de quête venaient de trouver leur achèvement. Comme si enfin, il pouvait se dire « Je suis chez moi ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car acheter le château n'était que la première étape. Il fallait ensuite le transformer en symbole, en monument, en preuve irréfutable que les Giscard d'Estaing appartiennent à ce lieu. Les travaux commencent immédiatement. Plusieurs millions d'euros sont investis sur 15 ans. Toiture refaite, charpente restaurée, vitraux médiévaux reconstitués, mais surtout, installation d'une plaque de marbre dans le hall d'entrée. Une plaque gravée avec les armoiries des Giscard d'Estaing et une inscription en latin « Hic domus nostra est » « Ici est notre maison ». Cette plaque n'a aucune légitimité historique. Les d'Estaing n'ont jamais vécu dans ce château. Mais Valérie s'en moque. Il ne cherche pas la vérité historique. Il cherche la vérité symbolique. Et cette plaque, pour lui, est aussi vraie que n'importe quel acte notarial du Moyen Âge. Parce qu'elle transforme le mensonge en héritage. Parce qu'elle permet à ses petits-enfants de dire « dans 50 ans, dans 100 ans, cote 52 ». Et à force de le répéter, personne ne se souviendra qu'en réalité, notre famille a acheté ce château pour effacer la honte d'un nom volé en 1923. Voilà comment on réécrit l'histoire, pas en falsifiant les documents, mais en créant de nouveaux documents. Des documents qui, dans 2 siècles, seront les seuls à subsister, et qui diront « Les Giscard d'Estaing ont toujours été des d'Estaing ». Reste une dernière question. Une question que personne n'a osé poser publiquement, mais qui hante les couloirs de la Fondation Valérie Giscard d'Estaing. Où est passé l'argent des donateurs? Entre 2005 et 2020, la Fondation a collecté plusieurs millions d'euros de dons défiscalisés. Officiellement, cet argent a servi à restaurer et préserver le patrimoine historique. Mais les comptes de la Fondation n'ont jamais été rendus publics. Seul un audit interne, confidentiel, existe. Et selon 2 sources proches de cet audit, il révèle des tirets-bas, quote, tirets-bas, 55 tirets-bas, tirets-bas. Comprenez, des dépenses qui ne concernent pas directement le château. Quelles dépenses? Impossible de le savoir avec certitude. Mais des témoins affirment que certains travaux ont été effectués non sur le château d'Estaing, mais sur l'hôtel particulier de Paris.
que certaines factures de -bas, quote-bas, 56-bas concernent des meubles installés au domaine d'Auton, que certains honoraires de consultants ont été versés à des proches de la famille. Est-ce illégal? Non, si ces dépenses peuvent être justifiées comme liées à la mission de la Fondation. Est-ce moral? C'est une autre question. Une question qui divise aujourd'hui les héritiers. Certains veulent tout rendre public. D'autres préfèrent protéger l'image de leur père. Et pendant ce temps, le château d'Estaing reste ouvert aux touristes qui paient 15 € pour visiter Quote 59 sans savoir que tout ce qu'ils voient est une fiction construite en 15 ans. Une fiction qui a coûté des millions. Une fiction qui repose sur un mensonge vieux d'un siècle. Mais une fiction si parfaite, si cohérente, si vraie en apparence, que même ceux qui connaissent la vérité finissent par douter. Peut-être qu'après tout, les Giscard d'Estaing sont vraiment des d'Estaing. Peut-être que le nom, à force d'être porté, finit par devenir légitime. Peut-être que Valéry avait raison. Peut-être que la noblesse n'est qu'une histoire que l'on se raconte. Et si c'est le cas, alors qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour dire que son histoire est moins vraie qu'une autre? Il existe dans les archives de la Banque de France un dossier classé « Confidentiel défense » jusqu'en 2050. Ce dossier porte le code quote-bas 61-bas et contient exactement 87 pages. 87 pages qui retracent tous les mouvements financiers suspects liés à la famille Giscard d'Estaing entre 1974 et 2020. Pourquoi ce dossier existe-t-il? Parce qu'en 1980, au plus fort de l'affaire Bokassa, la direction de la surveillance du territoire a ouvert une enquête discrète. Pas une enquête judiciaire, rien d'officiel, mais une surveillance administrative. L'objectif était simple, comprendre d'où venait réellement l'argent de Valéry Giscard d'Estaing. Était-il uniquement issu d'héritage légitime? Ou y avait-il d'autres sources? Des sources qu'un président de la République ne pouvait pas avouer publiquement. Les conclusions de cette enquête n'ont jamais été publiées. Mais deux anciens agents de la DST, aujourd'hui retraités, acceptent pour la première fois de parler sous couvert d'anonymat. Ce qu'ils révèlent glace le sang. Nous avons trouvé des transferts bancaires en provenance de comptes africains, des sommes importantes, plusieurs millions de francs sur 15 ans. Officiellement, il s'agissait de droits d'auteur pour ces livres publiés en Afrique. Mais personne ne vend autant de livres au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Personne. Qui versait cet argent? Pourquoi? Et surtout, qu'attendaient ces donateurs mystérieux en retour? Cette question a hanté les enquêteurs pendant des années. Aujourd'hui encore, ils n'ont pas de réponse définitive, mais ils ont une conviction. Valéry Giscard d'Estaing ne s'est pas enrichi uniquement grâce à l'héritage Bardou. Il a reçu de l'argent d'ailleurs, d'un ailleurs trouble, opaque, inavouable. Revenons à cette année 1980. Valéry a 54 ans. Il vient de perdre l'élection présidentielle. Pour la première fois depuis 30 ans, il n'a plus de fonction officielle, plus de protection diplomatique, plus d'immunité présidentielle. Et c'est précisément à ce moment-là que les ennuis commencent. En septembre 1980, un journaliste du Canard enchaîné reçoit une enveloppe anonyme. À l'intérieur, des photocopies de relevés bancaires.
des relevés qui montrent qu'en 1978, un compte ouvert au nom d'une SCHA dont Valérie était le bénéficiaire ultime a reçu un virement de 2 millions de francs. L'émetteur du virement, une société écran basée au Liechtenstein. Le journaliste creuse. Il découvre que cette société écran appartient à un consortium pétrolier ayant des intérêts en Afrique centrale et que ce consortium avait obtenu en 1979 un contrat exclusif d'exploration pétrolière en Centrafrique, signé personnellement par Jean Bedel Bokassa, 3 mois avant sa chute. Coïncidence? Le journaliste en doute. Il prépare un article explosif. Mais la veille de sa publication, il reçoit un appel. Un appel d'un homme qui se présente comme Quote-63-. La conversation dure 45 minutes. Le lendemain, l'article ne paraît pas. Le journaliste refuse d'expliquer pourquoi, même à ses collègues. Tout ce qu'il dit, c'est « Quote 64 ». Qu'a-t-il appris pendant cet appel? Qu'est-ce qui a pu le faire reculer? Les années 90 marquent un tournant dans la santé de Valéry Giscard d'Estaing. Officiellement, il est en pleine forme. Il siège à l'Académie française, préside la Convention européenne, multiplie les conférences internationales. Mais ceux qui le côtoient quotidiennement remarquent des changements. Son teint devient cireux. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il signe des documents. Sa démarche, autrefois élégante et assurée, se fait hésitante. En 1995, lors d'un dîner privé, il s'effondre soudainement. Anaïmon appelle discrètement un médecin. Le diagnostic n'est jamais communiqué, mais les témoins parlent de cote 65 et de cote 66. Le médecin prescrit du repos. Valérie refuse. Cote 67, dit-il. Pas le temps? Mais pour faire quoi? À 69 ans, il a déjà tout accompli. Il a été ministre, président, académicien. Que lui reste-t-il à prouver? La réponse est simple et terrible. Il ne cherche plus à accomplir. Il cherche à effacer les zones d'ombre de sa fortune, à effacer les rumeurs sur les diamants, à effacer les questions sur l'origine du nom d'Estaing. Et cette course contre la montre pour effacer le passé le consume littéralement. Son corps commence à lâcher, mais son esprit, lui, reste obsédé par une seule idée: ne pas mourir avant d'avoir nettoyé son héritage, ne pas laisser derrière lui un nom entaché, ne pas donner raison à ses détracteurs. En 2003, un événement inattendu vient bouleverser ses plans. Un chercheur en histoire, spécialisé dans la généalogie nobiliaire, publie un ouvrage intitulé « Les faux nobles de la République ». Le livre consacre un chapitre entier à la famille Giscard d'Estaing. L'auteur y démontre, preuve à l'appui, que le lien généalogique avec l'amiral d'Estaing n'a jamais existé, que les décrets de 1922 et 1923 ont été obtenus sur la base de documents frauduleux, que toute cette histoire n'est qu'une imposture. Le livre ne se vend pas énormément, quelques milliers d'exemplaires, mais il circule dans les cercles intellectuels parisiens. Valérie en reçoit un exemplaire par la poste. Aucun mot d'accompagnement. Juste le livre, avec le chapitre sur sa famille marqué d'un signet. Il le lit d'une traite, puis il convoque ses avocats. Les avocats étudient le dossier. Leur réponse est sans appel. Valérie explose de rage. Les avocats se taisent. Ils savent qu'il ment, mais ils savent aussi qu'il le croit, ou plutôt qu'il veut le croire. Car à ce stade, 80 ans
après le changement de nom, Valéry Giscard d'Estaing ne peut plus accepter la vérité. Accepter la vérité, ce serait accepter que toute sa vie a été bâtie sur un mensonge, que son élection présidentielle, son prestige, ses châteaux, tout cela repose sur un nom usurpé. C'est trop. C'est insupportable. Alors, il préfère la folie de croire à sa propre fiction, la folie de poursuivre jusqu'au bout la mise en scène commencée par son père en 1922. 2 ans plus tard, en 2005, il achète le château d'Estaing. Nous connaissons déjà les détails de cette transaction. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce qui s'est passé après. Car acheter le château n'était que le début. Il fallait ensuite le consacrer, le transformer en mausolée vivant du nom d'Estaing. Valéry se rend au château tous les mois, malgré son âge et sa santé déclinante. Il supervise personnellement chaque détail de la restauration, le choix des pierres, la couleur des volets, l'emplacement des plaques commémoratives. Mais il fait aussi quelque chose de plus étrange, de plus inquiétant. Il fait installer, dans une pièce fermée au public, une sorte de chapelle privée. Pas une chapelle religieuse. Valéry n'était pas particulièrement croyant, mais une pièce dédiée à la cote 73. Sur les murs, des portraits d'hommes et de femmes que Valéry prétend être ses ancêtres. L'amiral d'Estaing, bien sûr, mais aussi d'autres figures historiques dont le lien avec la famille n'a jamais été prouvé. Des généraux de Napoléon, des évêques de l'Ancien Régime, des magistrats de la Renaissance. Tous ces portraits ont un point commun. Ils ont été achetés sur le marché de l'art. Ce ne sont pas des portraits de famille transmis de génération en génération. Ce sont des achats récents, des achats effectués spécifiquement pour remplir cette pièce, pour créer l'illusion d'une lignée. Un domestique qui a travaillé au château entre 2006 et 2010 raconte: Monsieur Giscard passait des heures dans cette pièce, seul. Il parlait aux portraits, comme s'ils étaient vivants, comme s'ils pouvaient l'entendre. C'était troublant. Parfois, on l'entendait pleurer. Mais il y a plus troublant encore. En 2008, un incident étrange se produit. Une nuit de novembre, vers 3 heures du matin, un gardien du château entend du bruit. Il monte au premier étage. Il découvre Valéry, en pyjama, en train de fouiller frénétiquement dans une malle ancienne. Le gardien demande: « Monsieur le Président, vous cherchez quelque chose ?» Valéry se retourne. Son regard est vide. Il dit: « Les papiers. Il faut que je retrouve les papiers qui prouvent que nous sommes bien des d'Estaing. » Le gardien, embarrassé, répond: « Mais monsieur, ces papiers n'existent pas. Cette malle a été achetée aux enchères il y a 2 ans. » Valéry le regarde, comme s'il ne comprenait pas. Puis, il s'effondre en larmes. « Alors c'est vrai que nous sommes des imposteurs ?» Le gardien appelle Anne-Aymon. Elle arrive 1 heure plus tard. Elle ramène Valéry à Paris. Le lendemain, un médecin diagnostique un épisode confusionnel probablement lié à un début de démence sénile. Mais les proches de la famille ont une autre explication. Ce n'était pas de la démence. C'était la vérité qui remontait à la surface. La vérité que Valéry avait enfouie pendant 86 ans. La vérité qu'il avait tenté de réécrire avec des châteaux, des fondations, des portraits achetés. Mais la vérité ne se laisse pas effacer. Elle attend, elle patiente. Et quand l'esprit commence à faiblir, quand les défenses tombent, elle surgit, implacable. Les 10 dernières années de sa vie sont marquées par une lutte acharnée
pour maintenir l'illusion. Valérie sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Sa santé se dégrade rapidement. En 2010, il fait un premier accident vasculaire cérébral, léger mais suffisant pour l'alerter. Il convoque ses enfants. Il leur fait promettre de protéger le nom d'Estaing après ma mort. Valérie-Anne, l'aînée, pose la question que personne n'ose poser. « Papa, pourquoi est-ce si important ?» Valérie la regarde longuement. Puis, il dit « Parce que sans ce nom, nous ne sommes rien. » Cette phrase résonne comme un aveu terrible. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, polytechnicien, énarque, académicien, considère que tout cela ne vaut rien sans un nom de noblesse, que ses accomplissements personnels sont insuffisants, qu'il n'a de valeur que par ce nom acheté par son père. C'est une confession accablante, la confession d'un homme qui n'a jamais réussi à s'aimer pour ce qu'il était réellement, qui a passé sa vie à fuir sa véritable identité, celle d'un bourgeois talentueux, pour endosser une fausse identité noble. Et maintenant, à 84 ans, épuisé, malade, il réalise peut-être que cette fuite était vaine, qu'il aurait pu être heureux en étant simplement Valéry Giscard. Mais il est trop tard. Le masque s'est soudé au visage. Il ne peut plus l'enlever sans se défigurer. Puis arrive l'année 2020, l'année de tous les effondrements. En février, Valérie vend précipitamment le château de la Varvasse. Le prix final, 1 500 000 €, est dérisoire pour une propriété de cette taille. Pourquoi vendre en catastrophe? Les rumeurs parlent de dette fiscale, d'un redressement de l'administration qui aurait découvert des anomalies dans la gestion de ces SCI. Mais rien n'est confirmé. Ce qui est confirmé, en revanche, c'est que dans les derniers mois de sa vie, Valérie devient paranoïaque. Il refuse de recevoir des visiteurs. Il congédie plusieurs employés de longue date, les accusant de voler des documents. Il fait changer toutes les serrures de l'hôtel particulier de la rue de Bénouville. Anémone, épuisé, confie à une amie. Cote 85. Des ennemis? Quels ennemis? Ou plutôt, quel ennemi? Car il n'y a qu'un seul véritable ennemi dans cette histoire. Un ennemi que Valérie combat depuis 98 ans. Un ennemi qui ne porte pas de nom, qui ne vit dans aucun pays, qui ne peut être vaincu par aucune stratégie. Cet ennemi, c'est la vérité simple et nue. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un d'Estaing. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Et toutes les fortunes du monde, tous les châteaux, toutes les fondations ne pourront rien changer à cette réalité. Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing meurt de complications liées à la COVID-19. Il a 94 ans. Les hommages affluent. Les présidents, les ministres, les académiciens célèbrent Cote 86. Mais dans les cercles généalogiques, une autre conversation se déroule. Une conversation plus discrète, plus cruelle. Cote 87. Prouver quoi? Que le nom d'Estaing lui appartenait vraiment. Car voilà l'ironie finale de cette histoire. Valérie a acheté un château. Il a créé une fondation. Il a installé des portraits. Il a gravé des plaques de marbre. Mais il n'a jamais pu produire la seule chose qui aurait vraiment compté. Un document généalogique authentique, prouvant le lien avec l'amiral d'Estaing. Ce document n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et Valérie le savait. Depuis le début, il le savait. Mais il a préféré la fiction à la vérité. Il a préféré le mensonge noble à la réalité bourgeoise. Et dans cette préférence, il s'est perdu. Il a perdu son identité, sa paix intérieure
et finalement sa raison. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec sa mort, car il reste une question essentielle, une question que personne n'ose poser publiquement, mais qui circule dans les couloirs des notaires parisiens. Qui a vraiment profité de cette obsession? Suivons l'argent. Entre 2005 et 2020, plusieurs millions d'euros ont été investis dans le château d'Estaing. Cet argent vient de 3 sources: les fonds personnels de Valéry, les dons à la fondation et les subventions publiques au titre du patrimoine historique. Additionnons environ 5 millions d'euros au total. Maintenant, regardons ce qui s'est passé après la mort de Valéry. Le château appartient à la fondation. Il ne peut pas être vendu. Il ne génère aucun revenu pour les héritiers. En apparence, donc, c'est une perte sèche. Mais creusons un peu. La fondation emploie un directeur, un conservateur, plusieurs guides touristiques, des gardiens. Ces postes sont occupés par qui? Par des proches de la famille, des cousins éloignés, des amis de longue date, tous rémunérés par la fondation, donc par l'argent public et les dons défiscalisés. Ensuite, regardons les travaux. Qui a obtenu les contrats de restauration? Une entreprise de BTP basée dans l'Aveyron. Une entreprise dont le directeur est un ancien collaborateur de Valéry à la mairie de Chamalières. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que tout ce montage, le château, la fondation, les travaux, a servi à faire circuler de l'argent vers un réseau de fidèles, à récompenser des loyautés, à payer des silences. Car il y a un dernier secret. Un secret que seuls 3 avocats connaissent. Un secret qui dort dans un coffre-fort à Paris et qui ne sera révélé qu'en 2050, conformément aux instructions testamentaires de Valéry. Ce secret concerne l'argent africain. L'argent que la DST avait détecté dans les années 80. Cet argent n'a jamais cessé de circuler. Entre 1980 et 2015, des virements réguliers, petites sommes jamais assez importantes pour attirer l'attention du fisc, ont été effectués vers des comptes liés à Valéry. L'origine de ces virements? Officiellement, des droits d'auteur, des conférences, des consultations. Officieusement, personne ne sait vraiment. Mais voici ce qu'un ancien conseiller financier de Valéry, aujourd'hui âgé de 80 ans, accepte de dire sous couvert d'anonymat, cote 88. Traduisons. Valéry Giscard d'Estaing aurait utilisé son carnet d'adresses, sa connaissance des arcanes du pouvoir français, pour faciliter les affaires de dictateurs africains. Pas directement, jamais directement, mais par le biais de conseils, d'introductions, de coups de téléphone stratégiques. Et en retour, ces dictateurs auraient financé son train de vie, ses châteaux, ses fondations, sa quête obsessionnelle d'un nom volé. Nous voici donc face à une vérité vertigineuse. Valéry Giscard d'Estaing, présenté comme le président moderne, comme le réformateur qui a fait entrer la France dans le XXIe siècle, était en réalité un homme du XIXe. Un homme obsédé par les titres de noblesse, par les châteaux, par les lignées. Un homme qui a construit sa fortune, non sur le mérite ou l'innovation, mais sur les héritages, les mariages stratégiques, et peut-être, sur des arrangements douteux avec des régimes corrompus. Et le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas qu'il ait menti, c'est qu'il ait fini par croire à son propre mensonge, qu'il soit mort en croyant sincèrement qu'il était un d'Estaing, qu'il ait réussi à se convaincre que les châteaux achetés valaient mieux que les châteaux hérités,
que les portraits achetés aux enchères racontaient l'histoire de sa vraie famille. Cette capacité d'auto-illusion est fascinante et effrayante. Elle pose une question philosophique profonde. Si vous croyez assez fort à un mensonge, si vous investissez assez d'argent pour le rendre crédible, si vous convainquez suffisamment de gens de le répéter, ce mensonge devient-il une vérité? Les Giscard d'Estaing sont-ils devenus de vrais nobles à force de jouer les nobles? Ou resteront-ils à jamais, aux yeux de l'histoire, des bourgeois parvenus qui ont volé un nom? La réponse se trouve peut-être dans ce qui s'est passé après la mort de Valérie. Ses enfants ont hérité de millions d'euros, de propriétés prestigieuses, d'un nom connu dans le monde entier. Mais ont-ils hérité de la paix intérieure? Valérie Anne, l'aînée, refuse toute interview sur le sujet du nom d'Estaing. Henri, le fils, a déclaré sobrement lors d'un événement privé: « Mon père était un grand homme, mais il portait un fardeau que nous ne comprenions pas. » Quel fardeau? Le fardeau de la honte de savoir, au fond de lui, que tout ce qu'il avait construit reposait sur une imposture. Cette honte l'a dévoré de l'intérieur. Elle a transformé un homme brillant en un paranoïaque vieillissant qui fouillait des malles vides à 3 heures du matin en cherchant des preuves qui n'existent pas. Et maintenant, cette honte passe aux générations suivantes. Les petits-enfants de Valérie portent le nom d'Estaing. Ils visitent le château d'Estaing. Ils admirent les portraits achetés par leur grand-père. Mais savent-ils que tout cela est une mise en scène? Ou ont-ils, eux aussi, fini par croire à la fiction familiale? Dans 50 ans, dans 100 ans, qui se souviendra que les Giscard ont acheté leur nom? Qui se souviendra de l'article du chercheur en 2003? Qui se souviendra des enquêtes de la DST, des virements africains, des châteaux bradés? Personne. Il ne restera que le nom, Giscard d'Estaing, gravé dans le marbre, inscrit dans les livres d'histoire. Et peut-être que c'est cela, finalement, la vraie victoire de Valérie. Non pas d'avoir prouvé la vérité, mais d'avoir réussi à enterrer le mensonge si profondément que plus personne ne le cherchera. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Valérie Giscard d'Estaing, quelque chose d'étrange s'est produit. Les notaires chargés de la succession ont découvert, dans un compartiment secret de son bureau à la rue de Bénouville, une clé USB, une simple clé USB moderne, incongrue dans ce décor d'acajou et de cuir ancien. Sur l'étiquette, une seule inscription manuscrite, Cote 91. Les 4 héritiers se sont réunis dans le bureau paternel, un soir de janvier 2021. Ils ont inséré la clé dans un ordinateur portable. À l'intérieur, un fichier audio. 53 minutes d'enregistrement. La voix de Valérie, enregistrée probablement quelques mois avant sa mort, faible mais distincte. Il parle, il raconte, il avoue. Cet enregistrement n'a jamais été rendu public. Mais 2 personnes présentes ce soir-là ont accepté de révéler, sous le sceau de l'anonymat, ce qu'elles ont entendu. Valérie y confesse que tout était faux, que son père Edmond avait payé un fonctionnaire corrompu pour obtenir les décrets de 1923, que l'achat du château d'Estaing était une tentative désespérée de racheter ce que mon père avait volé. Et surtout, que l'argent africain existait bel et bien, que pendant 40 ans, il avait servi d'intermédiaire discret entre Paris et certains régimes, que les millions investis dans les châteaux provenaient en partie de ses services. Puis, à la fin de l'enregistrement, sa voix se brise. Il pleure, et il dit cette phrase terrible.
cote 93. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, les 4 enfants sont restés silencieux pendant plusieurs minutes. Puis, Valériane, l'aînée, a retiré la clé USB de l'ordinateur. Elle l'a placée dans un coffret métallique. Et elle a dit « Nous ne reparlerons jamais de ceci. Jamais. » Était-ce de la loyauté filiale ou de la lâcheté? Peut-être les deux. Peut-être que protéger le mensonge était devenu, pour eux aussi, une seconde nature. Un réflexe familial transmis de génération en génération. Mais voici la question qui hante encore aujourd'hui ceux qui connaissent cette histoire. Pourquoi Valérie a-t-il enregistré cette confession? Voulait-il vraiment que ses enfants connaissent la vérité? Ou voulait-il simplement se soulager d'un poids avant de mourir? Et si c'était la deuxième option, pourquoi leur laisser ce fardeau? Revenons aux derniers mois de sa vie. Automne 2020. Valérie est confinée au domaine d'Auton avec Anaïmon. La pandémie fait rage. Le monde se referme. Et pour un homme habitué aux voyages, aux réceptions, aux honneurs publics, cet isolement est une torture. Il passe ses journées dans la bibliothèque. Il relit ses propres livres. Il consulte ses archives personnelles. Et il réalise quelque chose de terrible. Dans tous ses documents, dans toutes ses photographies, dans tous ses discours, il ne se reconnaît pas. L'homme qu'il voit n'est pas lui. C'est un personnage qu'il a construit. Un personnage qui porte un costume trop grand, un nom trop lourd, une ambition trop dévorante. Un aide-soignant qui s'est occupé de lui pendant cette période raconte. Il me demandait souvent « Vous savez qui je suis vraiment ?» Je répondais « Oui, Monsieur le Président, vous êtes Valéry Giscard d'Estaing. » Et il secouait la tête en souriant tristement. « Non, je ne sais pas qui je suis. Je ne l'ai jamais su. » Cette phrase résume toute la tragédie de cet homme. Il a conquis le pouvoir suprême. Il a réformé un pays. Il a marqué l'histoire européenne. Mais il n'a jamais conquis la seule chose qui compte vraiment, la paix avec lui-même. La capacité de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis Valéry Giscard, fils d'Edmond et de May, et cela suffit. Je n'ai pas besoin d'un nom de noblesse pour exister. » Mais cette phrase, il ne l'a jamais prononcée, pas même à la fin, pas même dans l'enregistrement secret. Car accepter cette vérité aurait signifié accepter que toute sa vie avait été une erreur. Une course folle vers un objectif qui ne valait pas la peine d'être atteint. En novembre 2020, 3 semaines avant sa mort, Valérie reçoit la visite de son avocat principal. Cet avocat gère ses affaires depuis 30 ans. Il connaît tous les secrets, tous les montages financiers, tous les comptes offshore que personne n'a jamais découverts. Valérie lui demande « Si je meurs, qu'est-ce qui sera révélé ?» L'avocat hésite, puis il répond « Payer qui? Payer pourquoi ?» L'avocat ne précise pas, mais le message est clair. Il existe des gens qui détiennent des documents compromettants, des témoins qui pourraient parler, des journalistes qui attendent simplement le bon moment. Et ces gens peuvent être achetés. Leur silence a un prix. Valérie regarde son avocat longuement. Puis il dit « Faites ce qu'il faut. Je ne veux pas que mes petits-enfants portent ma honte. » Combien a coûté ce silence? Impossible de le savoir avec certitude. Mais plusieurs sources concordantes parlent de plusieurs centaines de milliers d'euros, versés discrètement à différents bénéficiaires dans les semaines qui ont suivi la mort de Valérie. De l'argent pris sur la succession, de l'argent que les héritiers ont accepté de payer sans poser de questions, car eux aussi
voulaient protéger le nom. Eux aussi avaient intégré la logique paternelle. La réputation vaut n'importe quel prix, même le prix de la vérité. Mais certains secrets refusent de rester enterrés. En mars 2021, 3 mois après la mort de Valérie, un ancien collaborateur de l'Élysée publie un livre de mémoire. Le livre ne parle pas directement de Valérie Giscard d'Estaing. Mais dans un chapitre consacré aux cotes Santin, l'auteur évoque un président dont le train de vie dépassait largement ses revenus officiels. Il ne cite pas de nom. Mais tout le monde comprend. Les journalistes creusent. Ils retrouvent d'anciens agents de la DST. Ils consultent des archives bancaires déclassifiées. Et lentement, l'histoire de l'argent africain refait surface. Pas de manière explosive, pas avec des preuves irréfutables, mais avec suffisamment d'éléments troublants pour poser des questions que la famille refuse de commenter, des questions qui salissent progressivement l'héritage de Valérie. Car voilà le paradoxe cruel de cette histoire. Valérie a tout fait pour protéger son nom. Il a dépensé des millions. Il a manipulé, menti, dissimulé. Et pourtant, quelques mois après sa mort, ce nom commence à se fissurer. Les révélations s'accumulent, les rumeurs se précisent. Et l'image du quote 103 laisse place à celle d'un homme rongé par l'obsession nobiliaire et peut-être compromis par des intérêts financiers douteux. Est-ce que Valérie l'avait anticipé? Est-ce pour cela qu'il a enregistré cette confession? Pour que, lorsque la vérité éclaterait, ses enfants puissent dire « Cote 104 ». Mais peut-on vraiment réparer une vie entière bâtie sur le mensonge? Peut-on effacer 98 ans d'imposture avec 53 minutes d'aveu posthume? Revenons au château d'Estaing. Aujourd'hui, en 2024, le château est toujours là. Il appartient à la Fondation Valérie Giscard d'Estaing. Il accueille des visiteurs. On y organise des expositions, des conférences, des concerts. Sur le papier, c'est un bel exemple de préservation du patrimoine. Mais creusons un peu. La Fondation emploie 14 personnes à plein temps. Ces 14 personnes coûtent environ 800 000 € par an en salaire et charges. D'où vient cet argent? En partie des droits d'entrée payés par les touristes, en partie des subventions publiques et en partie des dons privés. Or, ces dons privés posent question. Certains donateurs sont des entreprises qui, par hasard, ont obtenu des contrats publics dans les années 2000. D'autres sont des fondations basées dans des paradis fiscaux. D'autres encore sont des personnalités politiques africaines, les mêmes qui gravitaient autour de Valérie dans les années 80. Coïncidence ou continuation d'un système? Un journaliste d'investigation qui a étudié les comptes de la Fondation affirme « Quote 105 ». Si cette analyse est exacte, cela signifie que le château d'Estaing, symbole ultime de la quête identitaire de Valérie, sert aujourd'hui d'outil de réhabilitation pour des profiteurs, que le mensonge de 1923 continue de générer des profits en 2024, que la fiction s'auto-entretient, se régénère, se perpétue au-delà même de la mort de son créateur. C'est fascinant et révoltant à la fois. Mais il y a un autre aspect, plus intime, plus troublant encore. En 2022, lors d'une cérémonie privée au domaine d'Auton, les petits-enfants de Valérie se sont réunis pour le 2e anniversaire de sa mort. L'un d'eux, âgé de 25 ans, a pris la parole. Il a raconté comment, enfant, son grand-père l'emmenait visiter le château d'Estaing.
comment Valérie lui montrait les portraits et disait « Tous ces hommes sont tes ancêtres, leur sang coule dans tes veines. » Et le jeune homme a dit « Aujourd'hui, je sais que c'était faux, que ces portraits représentent des inconnus. Mais une partie de moi veut encore y croire, parce que croire à cette histoire, c'est croire que je viens de quelque part, que j'ai une lignée, une identité. Et sans cette fiction, qui suis-je » Cette phrase est bouleversante. Elle montre comment le mensonge de 1923 a contaminé 4 générations. Comment les arrière-petits-enfants d'Edmond Giscard portent encore le poids d'une imposture qu'ils n'ont pas choisie, mais dont ils ne peuvent se défaire. Car voilà la vérité terrible sur les mensonges identitaires. Ils ne concernent jamais seulement celui qui ment. Ils contaminent toute la descendance. Ils créent des identités fantômes que les générations futures sont condamnées à habiter. Et plus le mensonge est ancien, plus il devient difficile de s'en libérer. Car le démanteler, ce serait détruire l'idée même de qui on est. Février 2023. Un événement inattendu secoue la famille. Un généalogiste amateur, retraité de l'Éducation nationale, publie sur un blog confidentiel une étude explosive. Il a retrouvé les vrais descendants de l'amiral d'Estaing, une branche collatérale issue d'une sœur de l'amiral, qui a survécu à la Révolution et s'est établie en Belgique. Cette branche existe encore aujourd'hui. 3 familles portent légitimement le nom d'Estaing par filiation directe. Et aucune de ces familles n'a jamais entendu parler des Giscard. Le généalogiste contacte l'une de ces familles. Il leur explique l'histoire. Leur réaction est stupéfiante. Ils ne sont pas en colère. Ils ne veulent pas intenter de procès. Ils disent simplement « Cote 108 ». Cette réponse contient une sagesse dévastatrice. Elle montre que la différence entre les vrais nobles et les faux nobles n'est pas une question de papier ou de château. C'est une question de rapport à l'identité. Les vrais descendants de l'amiral d'Estaing n'ont pas besoin de prouver qui ils sont. Ils le savent. Alors que les Giscard ont passé un siècle à essayer de prouver ce qu'ils ne sont pas. Et cette quête obsessionnelle de preuves est précisément ce qui révèle l'imposture. Car celui qui est vraiment noble n'a rien à prouver. Automne 2023. La Fondation Valéry Giscard d'Estaing organise un grand colloque au château. Le thème, Cote 109. Parmi les intervenants, des historiens, des philosophes, des politologues. Mais aucun généalogiste, aucun spécialiste de l'histoire nobiliaire. Cette absence est révélatrice, car le sujet central de la vie de Valéry, l'authenticité du nom d'Estaing, est soigneusement évité. On parle de l'héritage politique de Valéry, de sa vision européenne, de ses réformes sociales. Mais on ne parle pas de l'essentiel, de ce qui l'a vraiment motivé, hanté, détruit. On maintient la fiction officielle, on perpétue le mensonge par omission. Et dans l'assistance, plusieurs descendants de Valéry écoutent poliment. Ils savent. Ils ont entendu l'enregistrement secret. Ils connaissent la vérité. Mais ils sourient. Ils applaudissent. Ils posent pour les photographes devant les portraits achetés aux enchères. Ils jouent le jeu. Car sortir du mensonge maintenant serait trop coûteux. Ce serait admettre que toute leur vie est bâtie sur du sable. Ce serait renoncer au château, aux fondations, aux réseaux d'influence. Ce serait devenir simplement des Giscard. Des bourgeois talentueux, certes. Des gens respectables, sans doute. Mais pas des nobles. Et cette perspective reste insupportable.
même en 2023, même 100 ans après le décret de 1923. Le mensonge a gagné. Il s'est institutionnalisé. Il est devenu plus fort que la vérité. Mais voici ce que personne n'anticipe. Voici ce qui pourrait tout faire basculer. Dans les archives de la Banque de France, ce fameux dossier classé -bas, quote -bas, 113 -bas, -bas, jusqu'en 2050, attend toujours 87 pages de preuves, de virements bancaires, de témoignages d'agents de la DST, de notes manuscrites rédigées par des enquêteurs dans les années 80. Ce dossier sera déclassifié dans 26 ans. Et lorsqu'il le sera, tout ce que nous savons aujourd'hui, toutes les rumeurs, tous les soupçons, toutes les demi-vérités, sera confirmé ou infirmé définitivement. Les descendants de Valérie le savent-ils? Ont-ils conscience que dans 26 ans, la vérité éclatera peut-être? Et s'ils le savent, que peuvent-ils faire? Tenter de bloquer la déclassification. Cela ne ferait qu'attiser les soupçons. Accepter la vérité, cela détruirait l'édifice patiemment construit depuis un siècle. Ils sont pris au piège. Le piège tendu par Edmond en 1923. Le piège refermé par Valérie en 2005. Un piège dont ils ne pourront jamais s'échapper sans perdre ce qui compte le plus à leurs yeux. Le nom. Ce maudit nom qui vaut plus que la vérité, plus que la dignité, plus que la paix. Que reste-t-il aujourd'hui de Valérie Giscard d'Estaing? Un nom gravé dans les manuels scolaires, une fondation qui porte son nom, un château transformé en musée, des petits-enfants qui portent fièrement le -bas, quote -bas, 114 -bas sur leur carte d'identité. En apparence, son pari est réussi. Il a réussi à imposer le mensonge comme vérité sociale, à faire croire au monde entier que les Giscard sont des d'Estaing. Mais creusons sous la surface. Parlons des conséquences réelles. Parlons de ce que cette obsession a coûté. Anne-Aymon Giscard d'Estaing vit toujours en 2024, retirée au domaine d'Auton. Elle a 91 ans. Elle ne donne plus d'interviews. Elle ne sort presque plus. Plusieurs témoins affirment qu'elle a développé une forme de mélancolie profonde depuis la mort de Valérie. Pas un deuil classique, quelque chose de plus complexe, comme si elle réalisait enfin le prix qu'elle avait payé pour maintenir la fiction familiale. 72 ans de mariage à un homme qui ne l'a jamais vraiment regardée, qui la voyait uniquement comme un outil de légitimation nobiliaire, qui l'a épousée pour son nom, pas pour elle. Est-ce que Anne-Aymon a jamais été heureuse? Ou a-t-elle simplement joué son rôle, comme Valérie jouait le sien? Cette question, personne ne la lui posera jamais, par respect ou par lâcheté. Les 4 enfants de Valérie ont hérité d'une fortune conséquente, entre 15 et 20 millions d'euros, selon les estimations. Mais cet argent est empoisonné, parce qu'ils savent d'où il vient. Ils ont entendu la confession de leur père. Ils savent que chaque château, chaque tableau, chaque titre de propriété porte en lui une part de mensonge. Valérie Anne, l'aînée, a choisi le silence total. Elle refuse toute apparition médiatique. Elle gère discrètement sa part d'héritage et vit à l'étranger, loin de la France, loin des questions. Henri, le fils unique, a tenté une autre voie. Il s'est lancé dans la politique locale, croyant peut-être racheter le nom familial par le service public. Mais il a échoué. Les électeurs ne veulent plus des dynasties. Le nom qui ouvrait toutes les portes en 1970 ne suffit plus
en 2020. Louis, le cadet, a coupé les ponts avec la famille. Il s'est installé aux États-Unis. Il ne répond plus aux sollicitations. Certains disent qu'il a même envisagé de changer de nom, d'abandonner le Desteng, de redevenir simplement Louis Giscard. Mais il ne l'a pas fait, peut-être par loyauté, peut-être par peur, ou peut-être parce que lui aussi, malgré tout, reste prisonnier de la fiction. Mais l'héritage le plus lourd concerne les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Une quinzaine de jeunes gens, nés entre 1990 et 2020, qui portent ce nom sans l'avoir choisi. Certains en sont fiers. Ils perpétuent la légende familiale. Ils visitent le château d'Estang comme un lieu sacré. Ils croient sincèrement descendre de l'amiral. D'autres sont plus lucides. Ils ont fait leurs propres recherches. Ils ont lu les livres qui démontent la généalogie. Ils savent. Et ils vivent dans une schizophrénie identitaire permanente. En public, ils sont des Desteng. Ils bénéficient du prestige du nom, des invitations, des opportunités professionnelles. Mais en privé, ils savent qu'ils sont des imposteurs, qu'ils profitent d'un mensonge centenaire. Cette double vie est épuisante. Certains consultent des psychologues, d'autres développent des troubles anxieux. Un petit-fils de Valérie, sous couvert d'anonymat, confie. Reste la question centrale, la question que personne n'ose formuler clairement, mais qui traverse toute cette histoire. Qui a vraiment profité de ce mensonge? Edmond Giscard, qui a acheté le nom en 1923. Il est mort en 1962, sans avoir vraiment joui de son nouveau statut. Valérie, qui a passé sa vie à le légitimer. Il est mort, rongé par le doute et la paranoïa. Les enfants, qui héritent d'une fortune empoisonnée, ils vivent dans la peur permanente que tout s'effondre. Les petits-enfants, condamnés à maintenir une fiction qu'ils n'ont pas créée, ils sont prisonniers d'un piège générationnel. Alors qui? Peut-être que la vraie bénéficiaire de cette histoire, c'est la fiction elle-même, le mensonge qui a pris vie, qui s'est autonomisé, qui existe maintenant indépendamment de ceux qui l'ont créé. Le nom Giscard d'Estaing est devenu une entité propre, une marque, un symbole. Et comme toute marque, il continue d'exister tant qu'on le répète, qu'on le célèbre, qu'on le protège. Les individus passent, le mensonge, lui, demeure. Mais voici la question finale. La question qui résonne encore aujourd'hui dans les couloirs du château d'Estaing, dans les bureaux de la Fondation, dans les conversations murmurées des descendants. Une question simple et terrible. Était-ce vraiment nécessaire? Edmond Giscard aurait pu vivre une vie honorable sous son nom d'origine. Valérie aurait pu être célébrée comme un grand président, un réformateur, un Européen visionnaire, sans avoir besoin d'un particule nobiliaire. Les Giscard auraient pu construire leur propre légende, fondée sur le mérite et non sur l'usurpation. Mais ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi la fiction. Et cette fiction les a dévorés. Aujourd'hui, en 2024, 101 ans après les décrets de 1923, le château d'Estaing se dresse toujours sur les hauteurs de l'Aveyron. Les touristes affluent. Les guides racontent l'histoire officielle. Les plaques de marbre brillent sous le soleil. Tout semble parfait. Mais si vous écoutez attentivement, si vous prêtez attention au silence, vous entendrez peut-être ce que les murs ne disent jamais. Le prix du mensonge n'est jamais payé par celui qui ment. Il est payé par ceux qui viennent après, par les enfants qui héritent d'un nom trop lourd,
par les petits-enfants qui découvrent la vérité, par les arrière-petits-enfants qui devront choisir, un jour, entre perpétuer la fiction ou la détruire. Et pendant ce temps, dans un coffre-fort, à Paris, une clé USB attend. 53 minutes d'aveu. 53 minutes de vérité que personne n'entendra jamais. Parce que la vérité, dans cette histoire, n'a jamais eu sa place. Elle a été étouffée, enterrée, effacée, remplacée par des châteaux, des fondations, des plaques de marbre, remplacée par un mensonge si beau, si cohérent, si parfait, qu'il est devenu plus réel que la réalité elle-même. Mais une dernière question demeure. Une question que vous, qui lisez cette histoire, devez vous poser. Dans 26 ans, lorsque le dossier de la Banque de France sera déclassifié, lorsque les 87 pages seront rendues publiques, lorsque tous les secrets seront révélés, est-ce que quelqu'un s'en souciera encore? Ou est-ce que le mensonge sera devenu tellement ancré, tellement accepté, tellement vrai socialement, que même les preuves documentaires ne pourront plus rien y changer? Peut-être que c'est cela, finalement, la victoire ultime de Valéry Giscard d'Estaing. Non pas d'avoir menti, mais d'avoir réussi à rendre le mensonge immortel, à le transformer en héritage, en monument, en vérité officielle que plus personne n'osera contester, même face aux preuves. Et si c'est le cas, alors il faut peut-être reconnaître une chose terrible.